Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, la Tribune des décideurs chaque lundi 12h30 en partenariat avec la Tribune.fr dont on reçoit le directeur de la rédaction chaque semaine, Eric Walter. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue également à Robert Leblanc. Bonjour Monsieur Leblanc. Vous avez 56 ans, vous êtes le président d'E.ON France. C'est une société de courtage, d'assurance et de réassurance, mais également vous êtes présent dans le conseil RH. On va revenir sur vos métiers et essayer d'expliquer justement des choses qui ne sont pas toujours très grand public. Vous êtes passé par Polytechnique, Anderson Consulting, devenu Accenture, un passage par la Bourse également de Paris, AXA, pour ne citer que quelques faits saillants de votre CV. Puis depuis début 2009, vous êtes donc le président de cette maison E.ON France. C'est 300 millions de chiffre d'affaires, 1100 collaborateurs, 30 000 entreprises clientes. On va peut-être commencer par ça, sur vos métiers. C'est quoi le courtage d'assurance pour ceux qui ne connaissent pas bien ce business? Le courtage d'assurance, c'est un métier de service d'assurance, d'analyse des risques et d'élaboration des solutions. Souvent, quand on me cite des noms d'assureurs, on me demande si ce sont des concurrents. Non, ce ne sont pas des concurrents, ce sont nos fournisseurs. C'est eux qui portent le risque, mais l'analyse des risques, l'élaboration des solutions, elle est faite par les courtiers. Je parle des risques d'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas les assureurs qui envoient leurs équipes dans l'entreprise pour définir le cahier des charges, c'est en effet votre job. C'est notre job à nous, les courtiers. Et ça peut pas être, c'est difficilement un assureur seul parce que la solution, généralement, se fait avec plusieurs assureurs. Même les plus grands ne prennent qu'une partie des montages en ligne ou des co-assurances. Et donc, au total, celui qui assemble tout ça, c'est le courtier. C'est un peu comme dans la finance. D'ailleurs, on a plusieurs banques. Voilà, quand on est une entreprise, on a plusieurs assureurs. Alors, dans les banques, la syndication peut être faite par la banque elle-même. Mais chez nous, le travail est un peu différent parce que le risque court du premier jour. On ne peut pas monter un programme d'assurance et dire je le transférerai à d'autres assureurs en cours d'année. Le sinistre peut être le 2 janvier. Donc, le montage doit être fait à l'avance et la composition de l'ensemble des porteurs de risques est faite par les courtiers. Sur cette notion de courtage qui avait effectivement sa raison d'être évidente par le passé, quand il y avait beaucoup moins de moyens de diffusion de l'information, est-ce qu'aujourd'hui, elle fait encore sens? Parce que, par exemple, en matière d'assurance, le partage des connaissances, des différents contrats peut être pas très optimisé. Donc, en fait, des gens pourraient penser que vous ne servez pas forcément autant que vous le pensez. Sur les particuliers ou les entreprises? Les particuliers, mais même les entreprises. Il y a quand même des plateformes maintenant. Non, sur les entreprises, il n'y a pas de plateforme pour ces sujets-là, réellement. Je ne crois pas, parce que c'est vraiment une analyse spécifique de chaque entreprise. Tout est très ajusté. Et c'est vraiment un travail d'ingénierie, de créativité, entreprise par entreprise, mais qui nécessite un vrai savoir-faire. Et puis le dialogue avec les assureurs doit être, j'ai envie de dire, d'égal à égal. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les statistiques de la même manière. Enfin, il faut être de leur milieu professionnel pour dialoguer avec eux efficacement au bénéfice des assurés. Pour les particuliers, vous avez raison, c'est un peu différent. Mais ça ne nous empêche pas, nous les courtiers, d'élaborer aussi des solutions. Dans notre exemple, à E.ON, on a un produit au taux de particulier qu'on a référencé sur un comparateur, les Furets en l'occurrence. On ne joue pas sur notre propre marque pour que les internautes viennent nous chercher, mais par contre, et rien ne nous empêche en tant que courtier d'élaborer un produit. Il y a un assureur derrière qui porte le risque. Nous ne portons pas nous-mêmes le risque, mais la définition du produit, c'est nous qui l'avons faite. On imagine que le métier de courtier n'est pas forcément très confortable, notamment en période de crise, parce que vous êtes entre le marteau et l'enclume, des clients qui essayent de serrer les boulons, des fournisseurs, les grandes compagnies d'assurance qui sont de plus en plus puissantes et qui elles aussi doivent gagner ou défendre de la marge. Comment est-ce que vous en sortez? On s'en sort par le talent. Clairement, c'est un métier de personne. Il faut être sur le pont en permanence, être inventif. Connaître très bien le détail à la fois des métiers des clients et des attentes des assureurs. Il faut sentir les choses. À certains moments, on va séparer deux risques en disant je vais les placer séparément, je trouverai deux porteurs de risques mieux adaptés. À d'autres moments, dire non, il faut rassembler parce que ça va peser plus fort face au marché. Il n'y a aucune règle permanente. La seule règle, c'est vraiment l'inventivité au cas par cas. Alors le métier, oui, on est entre le marteau et l'enclume. Le plus difficile, c'est qu'on est amené à faire des promesses aux assurés et qu'elles sont tenues par d'autres que nous, par les assureurs. Donc c'est très difficile de faire des promesses que des tiers doivent tenir. Mais voilà, c'est un des défis du métier et on y arrive. Si on le fait bien, on y arrive. C'est quoi la marge d'un courtier aujourd'hui?
Vous allez me dire, la marge, votre marge, puisqu'il faut bien que vous gagnez votre vie, entre ce que vous vend l'assureur et ce que vous vendez à vos clients. Alors c'est très variable, je crois que variable. Certains ont des marges nulles et certains ont des marges très élevées. Nous, on a une marge de l'ordre de 10% en France en ce moment. Et vous sentez qu'elle est attaquée par la conjoncture actuelle? Autant on est un métier privilégié en termes de charge de travail. Le travail est toujours là, les besoins sont là, la masse assurable est stable, voire en croissance, et la conjoncture ne l'affecte pas. Donc nous avons la chance d'avoir un métier qui n'est pas mis en cause par la crise. En revanche, sur les marges, on sent bien de la part de l'ensemble des acteurs, les entreprises comme les particuliers, mais nous on est surtout sur les métiers d'entreprise, une pression très forte sur les marges, des mises en concurrence par le biais d'appels d'offres qui reviennent de manière récurrente dans pas mal de cas, et donc une pression très forte sur nos marges. Donc on arrive encore à les défendre si on travaille bien. Là encore, l'inventivité, le fait d'être proactif, le fait d'anticiper les besoins, permet de ne pas attendre d'être au pied du mur, challengé par un client qui tout d'un coup se réveille et remet en cause quelque chose sans qu'on l'ait anticipé. Plus on anticipe, plus on innove, mieux on défend nos marges, mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus difficiles qu'il y a quelques années. Alors, vous sortez régulièrement un classement du risque, tel que perçu par les entreprises. Parmi les plus grands risques, on trouve le ralentissement économique, le changement législatif ou réglementaire, l'intensification de la concurrence. C'est les 3 plus grands risques cités par les entreprises. Ce ne sont pas des risques qu'on peut assurer. Enfin, vous avez, j'imagine, pas de police contre le poids réglementaire ou le ralentissement économique. Ce sont des craintes plus que des risques. Ce sont des craintes, ce sont des risques. Enfin, oui, vous avez raison, il y a les deux mots. Ce sont des craintes, c'est un risque réel parce que la situation réelle fait que ces craintes se matérialisent, donc il y a bien un risque. Tous les risques ne sont pas assurables, et ceux-là ne le sont pas. Les 3 que vous avez cités ne le sont pas. Beaucoup de choses le sont, heureusement. Non assurable, ça ne veut pas dire que rien ne peut être fait, mais enfin le risque de conjoncture, si, le risque de conjoncture, il y a une mesure que les entreprises prennent, c'est d'aller sur des marchés où la conjoncture est meilleure, de ne pas rester prisonnier de marchés historiques dans lesquels la conjoncture est spécialement difficile. C'est pas nouveau, mais il y a bien un remède. Mais le remède n'est pas en termes d'assurance. La réglementation, c'est un petit peu pareil. En étant dans différents pays, et certains sont plus accueillants que d'autres, c'est un peu plus facile. Non plus, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Parmi les risques, alors je ne sais pas si vous nous direz s'ils sont assurables, il y a celui qui remonte fortement pour cette édition, préjudice de la réputation, de l'image de marque. Ça, c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus prégnant? Oui, je pense qu'on est dans un monde où l'information circule très vite et qu'un petit événement peut prendre des proportions très grandes et nuire à une image et avec des répercussions sur l'activité qui peuvent être très fortes. Là, ce qu'on peut faire essentiellement dans notre métier, où on a une activité de conseil sur la gestion des risques, à côté du courtage au sens intermédiation, c'est aider notamment les entreprises à gérer les situations de crise. Et la qualité de la gestion de crise permet de réduire les impacts négatifs d'un événement défavorable. Ça ne s'assure pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'impact. Vous savez, il y avait une affaire qui est tout à fait historique, qui était le benzène dans le Perrier. Oui. Chute des ventes de Perrier aux États-Unis, c'est pas assurable. On ne peut pas dire on va vous compenser vos baisses de ventes aux États-Unis parce qu'on avait trouvé accidentellement du benzène dans une bouteille. Voilà. Pourtant, c'est quantifiable. On aurait pu se dire qu'on aurait pu assurer ce risque. Non, ça atteint des proportions telles. Et puis ensuite, tout dépend de la gestion par l'entreprise. Enfin, on sort de la notion d'aléa externe. L'assurance a besoin de reposer sur quelque chose qui est externe. Est-ce que néanmoins la palette des risques assurables s'étend? Parce qu'il y a de l'imagination dans beaucoup de secteurs, en matière de finances, en matière, enfin, dans une quantité de services. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent, des demandes nouvelles que vous recevez? Alors, les demandes, il y en a toujours, et les réponses aussi. Je prendrai l'exemple des cyber-risques. C'est un type de risque qui n'existait pas par définition il y a quelques années, qui aujourd'hui prend de l'importance. Dans l'enquête, d'ailleurs, on voit que c'est un risque qui monte. Alors là, vous avez les chiffres mondiaux, je crois, on les a aussi déclinés par pays. En France, le cyber-risque ne préoccupe pas énormément. Dans le monde, c'est un risque qui est placé beaucoup plus haut, et je crois à juste titre, parce qu'il y a déjà eu quelques sinistres très lourds. Alors là, on peut effectivement, c'est un aléa pour l'entreprise, elle va être victime de quelque chose qui est accidentel par rapport à elle, et les conséquences économiques peuvent être très lourdes, et c'est quelque chose d'assurable. Donc aujourd'hui, notre rôle est de sensibiliser les entreprises, notamment en France, sur l'existence de ce risque et l'existence de solutions en face qui ne sont peut-être pas aussi complètes qu'elles le voudraient, aussi importantes, mais elles existent.
On a le sentiment, je parle sous votre contrôle, mais que dans ce monde de plus en plus complexe, avec des nouveautés permanentes, qu'elles soient technologiques, réglementaires, du coup, il y a des multitudes de points de fragilité possibles et donc de risques. Est-ce qu'on est dans un monde plus risqué pour vous? Je pense qu'on est dans un monde plus risqué, avec notamment la notion de vitesse des événements qui peut prendre de court des décideurs. En même temps, dans ce monde plus sophistiqué, on a aussi plus de réponses. Et notre rôle à nous, en spécialistes du risque, c'est justement d'aider les entreprises à réagir vite, à porter les bonnes réponses. Je ne dis pas qu'il y a la réponse pour tout, j'ai bien dit sur la conjoncture, sur la réglementation, ce n'est pas un courtier d'assurance qui a la réponse. Mais sur beaucoup de sujets, le professionnalisme du courtier vient compléter ce que les équipes internes d'une entreprise peuvent faire, les risk managers en premier, les équipes d'audit interne, de contrôle interne. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les entreprises en différents lieux. Et on peut aider à coordonner tout ça et apporter une valeur ajoutée. Il y a J'insiste sur le mot de valeur ajoutée. Oui. Parce que nous sommes des intermédiaires. Mais notre rôle d'intermédiaire n'est pas juste d'avoir la chance de connaître des assureurs et de connaître des clients et de les rapprocher, j'ai envie de dire, passivement. C'est peut-être la vision historique du métier. C'est un métier à forte valeur ajoutée puisque justement cette prestation intellectuelle d'analyse des besoins et d'élaboration des solutions est chez les courtiers. Ça n'est pas que de tirer les prix vers le bas. Parmi les craintes, les inquiétudes, on trouve celle d'attirer ou conserver les meilleurs talents et c'est justement un de vos enjeux aussi, hein, vous. C'est un enjeu chez nos clients et c'est un enjeu pour nous. Je crois que dans le monde actuel, la qualité des personnes, l'engagement collectif, les talents individuels, ce sont des choses absolument essentielles. Beaucoup de gens qui sont loin des entreprises ne perçoivent pas ça, voient essentiellement les entreprises sous l'angle des réductions d'effectifs. Mais le vrai défi, c'est surtout d'avoir les bonnes personnes et la capacité à apporter les bonnes réponses à ses clients, quel que soit le métier qu'on exerce. Dans notre métier à nous, qui est un métier de pur service, où on a très peu de moyens préexistants. Moi, l'essentiel de ce que j'apporte aux clients d'E.ON France, c'est ce que les hommes et les femmes des équipes d'E.ON France sont capables de faire jour après jour. Donc là, la qualité des personnes dans nos équipes, et puis l'engagement collectif, le climat dans lequel ces personnes fonctionnent, la manière dont on oriente tout ça, est absolument déterminante de succès. S'assurer contre ça, on peut pas. Le risque de perte de talent dans une entreprise, c'est quand même quelque chose d'assez subjectif. Absolument. Oui, enfin, c'est pas subjectif, mais pour autant, c'est pas. Oui, voilà, c'est pas très facile à assurer ça. Et alors, comment vous faites justement vous pour séduire, recruter les meilleurs, les attirer sur un métier, encore une fois, qui n'est pas forcément très connu et, si vous me pardonnez, j'allais dire très glamour. L'assurance est grise, c'est ce qu'on dit toujours. Oui. Voilà. Mais les métiers d'assurance sont passionnants. Vous savez, effectivement, on voit rarement un étudiant à 20 ans dire « mon rêve est de rejoindre l'assurance ». Ce qu'on voit en revanche, c'est que tous ceux qui sont entrés, ils restent toute leur vie. On y arrive plus ou moins tôt ou plus ou moins tard, mais on n'en repart pas, c'est quand même un signe. Donc ce sont des métiers absolument passionnants, très variés, très liés à tous les grands sujets de société, qu'on parle de la santé, qu'on parle des accidents de la route, qu'on parle du cyber-risque, enfin quels que soient les sujets, des catastrophes naturelles, on a toujours un angle de lecture assurantiel et donc il y a plein de métiers passionnants. Comment on les attire? Alors, deux choses, en tout cas dans une maison comme la nôtre, en France, il y a deux axes de recrutement et les deux sont importants. Il y en a un, c'est prendre les meilleurs chez nos concurrents. Nos concurrents essayent de faire la même chose et on voit très bien, en fonction de la santé relative des maisons, celles qui à un moment donné attirent les meilleurs et celles qui les perdent. Voilà, on peut dire que c'est un jeu un peu en vase clos et puis il y a une pente qui se fait vers les maisons qui vont le mieux. Et donc on le fait, on ne se prive pas d'accueillir des gens qui ont déjà du métier, qui connaissent déjà le marché, qui sont déjà connus des clients, déjà connus des assureurs et qui ont du talent. Et puis à côté de ça, on a un autre engagement et on y tient beaucoup, qui est de recruter des jeunes. C'est un peu un engagement citoyen, sans prendre des trop grands mots. On est quand même une ETI, nos moyens, c'est pas de recruter des milliers de jeunes, mais à notre échelle, c'est un engagement important. Et y compris des apprentis. L'effectif total, vous l'avez dit, c'est un peu plus de 1000 personnes, 1100 personnes. On a un engagement de 30 apprentis sur l'année. Ça peut paraître peu, c'est quand même déjà beaucoup, parce que les accueillir, c'est pas juste dire un chiffre sur la table, ça veut dire s'organiser pour qu'ils puissent s'insérer, les 30 apprentis de l'année, dans des équipes qui vont réellement leur mettre le pied à l'étrier. Un petit mot sur l'éthique dans votre métier, parce que la profession de courtier, par nature, peut être un peu plus exposée, disons, à des pratiques qui peuvent donner lieu, non pas à débat ou à confusion, voire à plus. Est-ce que vous avez un code d'éthique? Parce que vous êtes entre un fournisseur et un client. Sur le papier, ça peut être la porte ouverte à beaucoup de choses. Il y a eu quelques histoires dans le passé de courtiers indépendants. Donc, comment vous gérez ça? Je veux dire, d'abord,
je ne crois pas que notre métier soit confronté de manière dramatique à des problèmes d'éthique. Hein. Voilà, je pense que la plupart des acteurs de ce marché font les choses proprement. Nous, dans un groupe comme le nôtre, vous savez, coté à la bourse de New York, règles anglo-saxonnes, on doit être compliant. On est SOX compliant, on est compliant sur beaucoup de choses. On a des règles internes au groupe qui sont très strictes et qui évitent clairement de se poser des mauvaises questions. Donc on n'a que des bonnes réponses. Les petits courtiers qui... Mais vous savez, la plupart des gens sont honnêtes. Enfin, je ne sais pas exactement ce que vous visez sur cette question-là. Alors, ce qui a pu être mis en cause parfois, c'était la question de transparence des rémunérations. Par exemple. Bon. Des marges arrière, hein, des choses comme ça. Et des marges arrière qui ont pu exister. Bon, ça existait dans beaucoup d'autres. Oui, non, voilà. Oui, enfin déjà, dans ce sens que à la base, ce métier est plus exposé que d'autres à ça. Sur les rémunérations, effectivement, mais c'est pas, encore une fois, sans que ça pose réellement de problème dans la plupart des cas. Historiquement, ce métier est rémunéré en commissions qui sont versées par les assureurs. Les industriels nous disent depuis longtemps, écoutez, moi j'aimerais vous payer moi-même à la mesure du service que vous m'apportez et pas vous laisser gagner plus d'argent si je paye des primes plus chères. Bon, ils ont été entendus depuis longtemps, l'argument est tout à fait recevable en logique économique, et effectivement sur beaucoup de grands comptes on est rémunéré en honoraires. Mais les commissions demeurent dans un certain nombre de cas. Et sur les particuliers, le sujet n'a rien à voir, mais sur les particuliers, la commission est quand même logique. C'est-à-dire quand vous avez un contrat qui coûte 500 €, la commission va faire moins de 100 €. Qu'est-ce que vous faites sur une année entière pour moins de 100 €? Rien. La réalité des choses, c'est qu'un client particulier, pendant des années, va vous payer ça sans avoir besoin de vos services. Et puis une année où il aura un cambriolage, un accident de voiture un peu significatif, va vous solliciter pour beaucoup plus que les 100 € qu'il vous a rapportés dans l'année. Et donc cette espèce de lissage, de mutualisation, qui est le principe même de l'assurance mutualisation, vaut aussi pour l'engagement de l'intermédiaire dans les services qu'il rend. Sur une grande entreprise, la question ne se pose pas. Chaque année, il y a du travail. Les honoraires peuvent être en centaines de milliers d'euros pour une masse de travail qui est portée par une équipe de 10 personnes à plein temps. Mais pour le particulier, il faut mutualiser. Derrière cette question, il y a aussi la question de est-ce que je ne vais pas favoriser ceux qui offrent les meilleures conditions et les meilleures commissions, par contre, pas forcément les meilleures conditions. Voilà. Ça, c'est une bonne question. Le procès public a existé aux États-Unis sur ce sujet-là, il y a déjà de nombreuses années. Je crois qu'un courtier qui oublie que la priorité, c'est son client, fait fausse route. Et si on fait fausse route, que la loi sanctionne ou pas, je crois que le marché sanctionne. C'est-à-dire que j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on est dans une concurrence très, très vive. Et tant mieux, ça rend la vie un peu plus difficile, mais en même temps plus intéressante. Nous visitons, nous, tous les clients de nos concurrents. Et nos concurrents visitent tous nos clients. Si l'un d'entre nous se laisse aller à des pratiques un peu douteuses de ce genre... Il serait pointé du doigt par la concurrence. S'il a favorisé un placement chez un assureur qui le rémunérait mieux, alors que ce n'était pas l'intérêt du client, le courtier concurrent qui dit « Comment vous êtes là, vous êtes à ces conditions-là ?» C'est sûrement pas dans votre intérêt. Et donc, pas besoin de se draper dans une question de morale avec un M majuscule. Le jeu de la concurrence, le marché, nous préserve de ces dérives. Quand même, je reviens à la question que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'on est un peu au cœur du business. Pourquoi, à aucun moment, enfin, vous allez peut-être nous dire qu'il y a déjà eu des exemples, les grandes compagnies d'assurance ne se sont pas dotées de votre métier pour éviter un intermédiaire, comme on l'a vu à un moment dans la publicité pour des raisons réglementaires il y a une vingtaine d'années, enfin législatives plus exactement. Pourquoi il n'y a pas eu à un moment une tentation d'intégration verticale? Alors vous avez un peu répondu tout à l'heure en disant c'est un métier compliqué, etc. Mais enfin tous les métiers, on peut acheter un courtier puis on l'intègre, etc. Alors on peut. Je pense que la tentation a existé. Et si dans la réalité ça ne s'est pas produit, c'est qu'il y a quand même des raisons pratiques, des raisons réelles et pas juste d'intention. Le pouvoir d'un assureur, c'est le pouvoir de dire non. Sa première mission, c'est de rester solvable. Quand vous payez une prime et qu'elle est engrangée par un assureur, et surtout sur ce qu'on appelle les risques longs, comme la responsabilité civile où un sinistre peut se dérouler pendant des années après, l'essentiel de sa mission, c'est de rester solvable et d'être encore là quand il va devoir régler le sinistre, que l'argent qu'il a engrangé en tant que prime, il sache le restituer au moment du sinistre. C'est sa première mission. Et pour ça, il faut qu'il soit en situation de dire non. Non, je ne prends pas ce risque par nature. Non, je ne le prends pas aux conditions de prix que vous voulez. Non, je ne le prends pas avec telle et telle garantie que vous souhaitez. La mission du courtier, qui est celui qui est devant le client, c'est de lui dire toujours oui. Et donc, l'art de dire toujours oui, c'est de trouver dans l'éventail des solutions de marché, année après année, sujet après sujet, celui qui dira oui aux conditions qui conviennent au client. Je crois qu'aucun grand assureur,
si puissant soit-il, n'est en situation de dire à un industriel, je vous dis oui pour toujours sur l'ensemble de vos risques. Déjà ça, je pense, apporte la réponse. Et puis il y a ce que j'évoquais ensuite sur notre métier d'ensemblier. On va découper les risques, on va placer ligne par ligne. Vous savez, il y a la première ligne qui est celle qui est, les Anglais appellent la working layer, celle qui va être avec des clauses dans la langue du pays, avec du service présent dans le pays. Puis après, on achète des lignes de capacité. Ça devient beaucoup plus financier, plus abstrait. Et dans chacune des lignes, il y a de la coassurance. Alors vous pouvez trouver un assureur qui est appériteur de la première ligne, puis qu'on va retrouver co-assureur dans la troisième. Tout ce travail d'assemblage, c'est le travail du courtier, et vraiment, aucun des assureurs ne peut le faire à notre place. C'est la preuve, en tout cas, qu'on ne connaît pas forcément toutes les arcanes de ce métier, de ce beau métier de courtier. Nicolas demande, peut-on assurer un site internet? Si oui, comment? Alors vous allez me dire, ça dépend du site, ça dépend mais est-ce que c'est des demandes que vous avez Bien sûr. On est le grand spécialiste en France de tout ce qui est informatique, des SS2I. Et depuis les développements des sites internet, ça fait partie des choses qu'on assure aussi. Qu'est-ce qu'on mesure alors pour assurer un site internet? Par exemple, le site de la tribune.fr, est-ce qu'on peut l'assurer? Mais oui, on peut tous les assurer. Les risques, c'est après les risques de mise en cause par des tiers, c'est ça l'essentiel. Hein. Il n'y a pas tellement de dommages aux biens possibles, mais c'est les risques, effectivement, de mise en cause par des tiers sur des choses qui ont été diffusées, qui leur posent un problème, vous êtes attaqué, eh bien c'est un problème de responsabilité, ça s'assure. Est-ce que vous rappeliez votre appartenance à un groupe international, donc vous avez une connaissance bien sûr des autres marchés. Est-ce que vous avez le sentiment, vous l'évoquiez pour la cybersécurité tout à l'heure, que les entreprises françaises sont moins vigilantes sur ces problèmes de risque, notamment je pense aux ETI, enfin les grandes entreprises bien sûr sont très vigilantes, les ETI, voire les plus petites entreprises, est-ce qu'il y a une moins grande sensibilité à ces questions de risque et donc d'assurance en France qu'à l'étranger, ne serait-ce que pour des raisons d'ailleurs financières? Je ne crois pas. Je pense que les entreprises françaises... Oui, ce qu'on voit dans les classements qu'on a produits, c'est que l'ordre des priorités n'est pas tout à fait le même. Effectivement, les cyber-risques en France sont moins pris en compte par les entreprises qu'aux États-Unis, par exemple, qui sont plus sensibles au sujet. Donc voilà, il y a des différences d'appréciation des niveaux de risque respectifs, mais la prise en compte du risque, le fait d'en faire un sujet dans l'entreprise, un sujet de direction, un sujet ensuite confié à des spécialistes internes et externes, non, je ne pense pas que les entreprises françaises soient en retard. Alors vous avez une autre casquette, hein, vous êtes par ailleurs le président d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, le patronat chrétien, 2000 PME. C'est une autre sociologie hein, d'entreprise. Chez E.ON, vous travaillez plutôt avec des groupes importants ou de taille moyenne. Là, c'est plus des PME. Qu'est-ce que vous observez en ce moment ? Alors, il y a aussi quelques entreprises plus grandes, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un gros tissu de PME dans l'ensemble des régions. Ce que j'observe, c'est, si je compare les deux sur la conjoncture française, à travers E.ON, les entreprises qu'on assure, pratiquement aucun risque de défaillance. Elles vont plus ou moins bien, mais je crois qu'elles sont quand même, dans l'ensemble des entreprises françaises, sont bien gérées. Elles font face à tellement de défis. Je crois que le management des entreprises françaises est vraiment de qualité et les ajustements aux conditions de crise qu'on connaît se sont faits vite et fort. Et les entreprises sont là. Donc celles que je vois, qui sont plutôt moyennes ou grandes dans la clientèle d'E.ON, leur avenir n'est pas en cause. Elles emploient peut-être moins de monde qu'auparavant, mais leur avenir n'est pas en cause. Quand je regarde effectivement du côté des EDC, avec un tissu de PME régional, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très inquiets de leur avenir. Tous ne sont pas en grande difficulté, certains heureusement vont bien, mais je sens bien que plus on descend en gamme sur la taille d'entreprise, et plus les difficultés sont prégnantes. Je crois que le phénomène qui est très important, c'est que les plus grandes sont de plus en plus internationalisées. Il y a une fracture économique là, qui se dessine dans ce pays. Qui est de plus en plus grande, entre celles qui respirent l'air qui peut être respiré hors de France et celles qui sont un peu asphyxiées par le climat français. Et alors, qu'est-ce qui leur font remonter? En quoi, justement, ce patronat chrétien se mobilise? Qu'est-ce qu'il propose? Alors, notre mission est d'abord de travailler sur nous-mêmes. Hein. Donc, voilà, c'est quand même l'origine du mouvement. Néanmoins, vous n'êtes pas que des bouddhistes non plus. Non, mais il y a toujours un travail personnel à faire. Comme quand on a fait notre manifeste sur l'emploi des jeunes, sur la première embauche, c'est toujours se dire, voilà, les conditions sont ce qu'elles sont. Dans ces conditions-là, si moi je bouge, je peux faire un peu plus. Et de réconcilier le monde chrétien avec le monde de l'entreprise, on voit, alors pour prendre les catholiques et le pape François, qui a l'air de pas toujours trouver que c'est en phase. Ah oui, il a des propos très rugueux par rapport à l'économie de marché. Comment est-ce qu'on peut bien dormir en étant un patron chrétien alors ?
ça peut être difficile, effectivement, mais je crois qu'on peut... Le travail qu'on fait est important, justement, déjà de comprendre notre mission. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut dire déjà à des gens d'église, c'est la vie en entreprise est quand même une vie heureuse pour beaucoup de gens. C'est pas toujours ce qu'on imagine. Alors on voit toujours le versant négatif, au moment où les gens sont obligés de partir, ou ceux qui connaissent à certains moments des conditions difficiles. Mais pour une grande majorité de personnes qui travaillent dans l'entreprise, aller dans l'entreprise et quand même retrouver des collègues de travail, retrouver un lieu de vie, un lieu d'expression personnelle, si je parle le mot d'épanouissement, veut dire que je force un peu les choses, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup quand même. Donc ce volet-là, il faut le pointer aussi à côté des difficultés du moment. Moi, je crois que être chrétien, c'est pas la seule manière d'être humaniste, mais enfin c'est une manière de l'être, c'est une attention aux personnes. Je trouve qu'être chef d'entreprise, c'est un très très beau métier quand on a envie de s'intéresser aux personnes, parce que le premier rôle du chef d'entreprise, en tout cas dans une société de service comme celle que je dirige, c'est quand même, encore une fois, je parlais de l'engagement collectif, c'est faire vivre des équipes ensemble, que les gens s'y sentent bien. Moi, si je recrute les meilleurs talents de mon marché, mais si le climat est lourd, si les gens ne se sentent pas bien, ils ne donneront pas le meilleur d'eux-mêmes. Donc cette notion de climat, d'engagement, tout ça correspond à une attention aux personnes. On peut l'avoir, je veux dire, gratuitement parce qu'on porte ça en soi, on peut l'avoir parce qu'on se dit que c'est le moyen d'être performant. Je veux dire, peu importe, l'essentiel, c'est qu'on aille dans le bon sens par rapport aux personnes. Est-ce qu'il y a un message du patronat chrétien, alors, pour le gouvernement actuel, par exemple Ce n'est pas notre angle prioritaire de nous adresser aux autres. Néanmoins, je veux dire, comme tous les autres patrons, on est quand même très concerné par l'instabilité des lois et du contexte fiscal. Cette instabilité est très préoccupante. On le voit dans toutes les entreprises, on ne sait pas très bien. Donc ça inhibe un certain nombre de décisions qui pourraient aller dans le bon sens et qui sont freinées par cette espèce d'inquiétude qui est de dire d'où viendra le prochain coup. Sachant qu'au total, quand vous regardez les mesures fiscales et autres, entre le CICE, le projet de taxation de l'excédent brut d'exploitation, puis marche arrière, puis majoration du taux d'impôt sur les sociétés. Le solde de tout ça, si je regarde l'entreprise que je dirige, n'est pas complètement négatif. Mais l'effet psychologique est totalement négatif, parce qu'on mémorise toutes les mauvaises nouvelles et pas les bonnes. Et surtout, on se demande, après une série de nouvelles bonnes et mauvaises, d'où viendra la prochaine? Est-ce qu'elle sera encore plus mauvaise ou est-ce qu'elle sera bonne? Et cette inquiétude est défavorable au climat des affaires. Ce climat dont vous parliez tout à l'heure, des affaires, mais aussi climat social, certains pensent aujourd'hui qu'on est à un moment en France où il faut soit modifier, soit voire réécrire le contrat social français. J'utilise un grand mot à dessein, parce qu'au-delà des problèmes fiscaux que vous évoquez, il y a quand même une grande carence des corps intermédiaires, de réflexion globale, de sentiment d'appartenance globale à un projet national, et qui évidemment est très lié à l'avenir de l'entreprise et du climat à l'intérieur de l'entreprise. Quelle est, votre position là-dessus? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même un délitement d'une certaine façon du contrat social français, si tant est qu'il ait réellement jamais existé, ou est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir qui apparaissent en ce moment, quand on voit des revendications qui sont très très variées, qui sont un peu symptomatiques de cette absence de contrat social en France? Moi je pense que quand on est dans des mouvements troublés comme ceux qu'on vit, c'est un moment où des ajustements se font. Et comme je suis de nature optimiste, je me dis que les ajustements se feront forcément dans un sens qui sera meilleur que les situations bloquées qu'on peut connaître avant les ajustements. Le contrat social, il est en partie faux, c'est-à-dire qu'il repose sur des promesses qui ne peuvent pas être tenues. Les jeunes de 25 ans, aujourd'hui, ils ne comptent pas sur la retraite telle qu'elle a été définie pour assurer leurs vieux jours. D'abord, leurs vieux jours sont très loin, mais ils savent très bien que les mécanismes existants n'ont pas été faits pour eux et ne fonctionneront plus pour eux. Donc le contrat social n'intéresse que ceux qui veulent bien s'y intéresser. Moi, je crois qu'on a un gros travail à faire dans un pays comme le nôtre, qui n'a pas une culture marchande. On est ce qu'on est, avec nos atouts et nos faiblesses, mais il faut quand même qu'on comprenne ce qu'est l'économie, qu'on comprenne ce qu'est une économie ouverte. L'idée que certains portent de fermer les frontières serait désastreuse. Aucun chef d'entreprise ne peut souscrire à cette idée, parce que quand même, on exporte, on importe et on exporte. Ces messages prennent un peu racine, de façon, d'ailleurs, dans des camps très différents. Dans des camps très différents, et je crois qu'il faut justement que les chefs d'entreprise, que ce soit un mouvement comme le nôtre, que ce soit des mouvements plus larges, portent ce message. L'économie française vit de son ouverture des frontières. Alors elle en vit d'une manière telle que certains en sont victimes sur le territoire. C'est vrai, on ne peut pas l'ignorer, mais je crois que la protection de ceux qui en sont victimes, c'est pas dire on va fermer les frontières, parce que ça ira encore plus mal, ils n'iront pas mieux en fermant. Je crois que quand on est confronté à des situations comme celle-là, il faut au contraire libérer les énergies. Et pour moi, le mot-clé, c'est le mot de confiance. Quand on fait confiance, il y a un pari. Je pense que c'est un pari qui sera gagnant et qu'on est dans un pays qui a du mal à faire ce pari. La confiance aux entreprises n'est pas acquise.
Alors, on va terminer avec une dernière question qui est le titre de cette émission. Faut-il prendre des risques en 2014 ? Votre sentiment ? Il faut toujours prendre des risques. Enfin, je crois que la vie est prise de risques. Il n'y a que quand on est mort qu'on ne risque plus rien. Donc il faut prendre des risques sur le terrain économique. Il faut en prendre en 2014. Il faut continuer d'investir. Il faut continuer de recruter. Il faut. Je suis là dans l'incantation. Ensuite, chacun le fait à la mesure de ce qu'il peut faire. Il faut être réaliste. Un chef d'entreprise, il est jugé dans la durée, plus qu'on ne l'imagine. Et donc, voilà, les risques à prendre, il faut aussi les prendre de manière telle qu'on préserve la possibilité d'en prendre encore en 2015. Parfait. Écoutez, merci Monsieur Leblanc. C'était la tribune des décideurs de Robert Leblanc. Merci Eric. Merci à vous pour votre écoute et vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.